Chers amis, bonjour. Nous sommes heureux ce soir d'être en présence de Monsieur Arnaud Lalanne, qui va nous présenter une tradition très oubliée aujourd'hui et qui est une des plus anciennes. Vous savez qu'on travaille beaucoup sur le premier siècle, et là c'est vraiment avant même la mort du Christ. Et je donne pas la date, je laisse à Arnaud le soin de vous la divulguer. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ensuite, il va présenter un diaporama qui va vous permettre de vous rendre compte de l'épaisseur de ces traditions. Donc Arnaud, bonjour. Bonjour Merci, Arnaud. merci beaucoup de répondre à cette invitation. Vous auriez voulu vous joindre à nous au colloque, mais c'est déjà une belle manière de vous unir à ça, à toutes ces études qui contribuent à retrouver ce patrimoine chrétien très ancien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est cette tradition que dont vous allez nous parler, et puis pourquoi vous êtes intéressé à cette histoire? Alors, cette tradition, c'est la tradition de la précieuse relique du sang du précurseur, du sang de Saint Jean-Baptiste, qui a été, d'après la tradition, ramené par une matrone, une femme, une dame de Bazas, dans le sud de la Gironde, en tout cas venant des Gaules, et qui se trouvait en Terre Sainte, qui se trouvait présente pour écouter la prédication de Saint Jean-Baptiste et qui a pu récupérer au moment de la décollation, c'est-à-dire de la décapitation de Saint Jean-Baptiste, le sang qui a coulé de sa tête et qu'il a donc conservé pour pouvoir la rapporter chez elle, donc à Bazas, ou du moins dans les Gaules. On verra peut-être plus en détail ce voyage extraordinaire de cette relique. Mais donc voilà la tradition. Et on dit encore qu'elle a assisté aussi, qu'elle a suivi la prédication du Christ lui-même. Et euh, si on l'associe à Sainte Véronique, on comprend également la vraie image, du moins ouais, Bérénice, ou la vraie icône, la vraie image du Christ. On comprend aussi qu'elle ait pu ramener sur ce linge le visage même du Christ. Ouais, donc c'est Voilà vraiment une... Ah, je crois que ça coupe un peu. Mais donc voilà une manière d'introduire la chose, c'est-à-dire que cette dame, euh, qu'on associe parfois à Sainte Véronique, euh, aurait rapporté à la fois le précieux sang du précurseur et aussi l'image du Christ si on l'associe à Véronique, et aurait également fondé à Bazas même l'oratoire consacré à cette relique, donc je pense un édifice modeste au début, et puis qui s'est agrandi en forme de croix latine, avec donc au centre la précieuse relique du précurseur Saint Jean-Baptiste, et puis de part et d'autre un autel dédié à Saint-Étienne, proto-martyr, et puis à Saint-Pierre. Et la cathédrale actuelle de Bazas, dédiée à Saint Jean-Baptiste, porte encore, si je puis dire, la trace ou l'inspiration de de ce premier édifice de la matrone de Bazas, puisqu'il y a un portail et puis une chapelle consacrée à Saint-Pierre. Donc, ça, c'est l'aile nord. Bien sûr, au centre, Saint Jean-Baptiste. Et sur le portail sud, il y a la Bienheureuse Vierge Marie. Ça, j'en reparlerai peut-être avec la tradition de Soulac et de la fin des terres. Et il y a encore aussi la mention de Saint-Étienne, même si malheureusement, on n'a pas retrouvé l'autel primitif. Mais donc voilà un peu les fondations. Et puis j'ai oublié de dire que j'habite Bazas, donc ça explique mon intérêt pour cette tradition. Euh, N'étant pas historien, mais philosophe ou professeur de philosophie au lycée de Mazas, eh bien, bah, c'est surtout par la foi que je suis venu à cette étude, mais aussi j'appartiens à des associations de recherche historique, et donc c'est aussi dans ce cadre-là que je m'intéresse à cela. Et puis pour l'anecdote, mais j'y reviendrai aussi peut-être, mais j'ai un cousin à Soulac qui avait euh, qui s'était occupé de l'ancienne voie littorale des chemins de Saint-Jacques.
Et avec les pèlerins de Saint-Jacques de Soulac, on avait fait une visite. Ils s'étaient mis eux-mêmes dans les pas de Sainte-Véronique ou de la matrone basanaise en venant de Soulac À jusqu'à Bazas. Bazas. Donc Ouais. j'avais été très fier de rétablir un peu ce pèlerinage antique de Soulac jusqu'à Bazas. Voilà pour Bah, l'anecdote. ouais, bah, merci beaucoup, c'est magnifique. Et puis donc l'enjeu, c'est de dire, bah, autant la Provence, on connaît très bien Marie-Madeleine, Lazare et Maximin, autant l'Aquitaine, si vraiment Sainte Véronique est venue, ça équilibre les choses. Et l'Aquitaine n'est pas en reste, on peut dire, du point de vue de l'évangélisation primitive, donc des grâces vraiment extraordinaires de cette relique et de cette gauloise qui part au devant de l'évangile. Alors que d'habitude, on a l'impression que c'est toujours l'évangile qui vient, qui apporte des apôtres, des disciples. Et là, c'est elle qui est attirée et qui revient après. Donc, c'est vrai que ça modifie aussi beaucoup le sens qu'on a de la prédication même de Saint Jean-Baptiste, où on a l'impression que c'est juste les quelques Galiléens qui ont entendu. Mais le bruit de sa prédication, d'ailleurs, je crois que c'est dans l'Évangile que la force de sa prédication, de sa voix, qui s'est répandue comme ça jusqu'au fin fond de l'Empire romain. Donc, on va être très attentif à vous écouter pour voir si vraiment c'est épais cette tradition ou si c'est juste une petite tradition comme ça de badass. Alors, bah oui, ça me semble important de revenir aux documents, aux éléments les plus probants. Et alors, je vais partager un diaporama. Il me manque quelques diapositives que j'ai maladroitement perdues, mais que je renverrai pour pouvoir compléter les Plaisir. diapositives et le document. Mais je baserai quand même ma lecture surtout sur l'histoire de la relique du précieux sang de Saint-Jean-Baptiste. Ça sera ma thématique, mais je renvoie à vos propres vidéos pour la suite de l'histoire de Saint-Martial, bien entendu, et Passer à Bazas, tout à et fait. aussi Sainte-Véronique. Et vous êtes allé sur ses pas à Soulac, à Notre-Dame-des-Fins-de-Terre et aussi à Saint-Seurin. Et ça me semble très important de pouvoir faire ces liens avec ces premiers apôtres des Qui, Gaules et de l'Aquitaine et de la qui est là, Novum ouais. Populani. Et alors, Novum Populani, peut-être je commence par ça. Historiquement, je vais commencer mon petit diaporama par là. Je partage le document. Alors, comment on fait? Ben, partager, voilà. Pardon, hein, j'espère que je ne vais pas faire de fausses manipulations. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est bon, ça va fonctionner, hein. Là. Euh, voilà. Je dis souvent, même à Bazas, c'est très contesté, l'ancienneté de la ville. On ne sait pas toujours d'où vient Bazas. Et donc, autrefois, la ville s'appelait, la cité, s'appelait Cosio. Et Oui, elle est citée par les donc elle est référencée, elle est connue de longue tradition et elle était la capitale d'un des 9 peuples, des 9 populations, Novem Populanis, c'est les 9 peuples, et c'était les Vasates, c'était la capitale des Vasates. Donc déjà premier élément, la ville existait bien au 1er siècle après Jésus-Christ et même on a des témoignages très anciens proto-historique. Alors, autour de la cathédrale, il y a des vestiges d'un habitat de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais euh, je me rappelle un historien qui s'appelle Jean-Bernard Marquette, qui est décédé maintenant, mais qui disait toujours, mais on n'a pas trouvé de monnaie du 1er siècle, on n'a pas l'attestation certaine de Bazas au 1er siècle. Et je, je trouvais toujours un peu surprenant qu'on puisse dire la cité existe des millénaires avant Jésus-Christ et après dire il y a une sorte de trou, on n'a plus rien à Bazas entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle où là on commence à dire il y a un premier évêché un premier évêque et puis un évêché qui se met en place. Bref, il y a une sorte de zone complètement noire où on ne sait rien de la cité et on ne s'explique même plus la disparition du nom Cosio pour Bazas. Bref, c'est comme si la tradition du sang du précurseur n'avait aucune valeur ou c'est pour pour rien, par un- principe.
Voilà, alors effectivement, souvent je montre ces petits oucheptis qui Oui. avaient été trouvés dans les fondations du mur est de la cathédrale de Bazas. Et c'est, alors, j'ai repris une photo justement d'un article du professeur Marquette en noir et blanc, et puis ensuite, maintenant, on les a installés au musée de Bazas. Là, vous les voyez en couleur. Et, euh, et donc, on dit très basse époque gallo-romaine, mais enfin, je pense, moi, la tradition voulait que les troupes de Crassus aient séjourné à Bazas et que c'est fait l'enceinte du premier camp gallo-romain ou romain de Bazas, dans le Decumanum, qui passe rue de la Taillade à Bazas et qui intègre l'espace où il y a la cathédrale et puis une partie de la grande place de Bazas. Et, euh, ces Ushepti, la tradition dit que justement c'était peut-être des armées de Crassus qui les avaient rapportés d'Égypte, parce que sinon, comment se seraient-elles retrouvées à Bazas? Et je Du temps de pense Jules César, Crassus, c'est Jules César? voilà, c'est la base, les premières armées, effectivement, Mm. romaines, à occuper la Gaule et à notre partie de ce qu'on appelle l'Aquitaine, la cinquième province, et avec la Novem Populani. Et donc, ces troupes qui allaient jusqu'en Orient, la preuve, ces petits oucheptis, ces petites figurines, traces archéologiques, là pour le coup incontestables, c'est bien une preuve de cette relation entre Occident, Orient, jusqu'en Égypte, si je puis dire. Et donc, Ouais. Donc, nul doute que si les soldats romains pouvaient faire ce voyage de Bazas enfin, d'Égypte jusqu'à Bazas, il n'y a pas de raison qu'une riche matrone bazadaise n'ait pas pu elle-même, euh, à l'instar de ces soldats romains, faire le voyage, surtout si elle avait une certaine aisance ou qu'elle venait d'une famille euh, commerçante aisée. Alors, et ça, est-ce qu'on a l'explication aussi, parce qu'elles sont insérées dans un mortier de la cathédrale? oui, elles ont été trouvées par alors il est décédé maintenant, mais par euh, un membre de la famille Lapierre, juge de paix honoraire à Bazas, qui, avec quatre jeunes dans les années 40, passaient une grande partie de leur jeunesse à chercher des trésors et des cavernes enfouies, parce que la tradition disait qu'il y avait sous la cathédrale des souterrains, et donc ça fait fantasmer tous les jeunes de Bazas Bazadais? qui Ouais. cherchent les entrées secrètes, et donc ils se sont, si je puis dire, piqués au jeu et ont fait les archéologues amateurs, et dès qu'il y avait une petite cavité dans les murs de l'enceinte des remparts de Bazas, ils s'y introduisaient en cachette, ils creusaient, ils essayaient de trouver tout ce qui concernait l'histoire justement de ces galeries souterraines. Et c'est en faisant ces explorations qu'ils ont trouvé une petite cavité et que dedans, ils ont trouvé ces deux Oushepti. Alors malheureusement, ils n'ont pas trouvé de trésor, ils n'ont pas trouvé de crypte cachée, mais euh, dans la vidéo que vous aviez faite sur Bazas, à un moment, je crois que vous avez rencontré le fils de ce monsieur Escoubet, qui était aussi mon professeur d'histoire à Saint-Genès, à Bordeaux, donc Philippe Escoubet, qui a dans une maison à côté de la cathédrale, dans sa cave, une colonne Je me qui souviens pense bien. être peut-être la première, le vestige De la d'une pro- des anciennes construction de l'oratoire en forme de croix romaine. Donc voilà un peu la famille qui a trouvé ça. Je pense que c'est important de le signaler parce qu'ils l'ont fait aussi en l'aventure certes, mais aussi avec une passion pour l'histoire de Bazas et en ouais. particulier cette passion du sang du précurseur. Alors ça c'était un élément. Et puis, on pourrait se dire, oui, mais là, c'est des soldats, c'est une garnison, ça n'a rien d'une chose pérenne, stable. Euh, bon, on pourrait presque dire, voilà, ça, c'est de la petite histoire. Bazas, c'est vraiment le bout du monde et c'est trop obscur pour qu'il y ait quoi que ce soit d'intéressant à Bazas. Mais
Souvent, on connaît aussi Bazas pour être la patrie d'Ozone. Alors, Ozone, donc célèbre poète, homme lettré, un des plus lettrés de son temps. Vous allez me dire, on n'est plus au premier siècle, on est à la fin du troisième siècle, début quatrième, si on regarde le père d'Ozone, qui était médecin à Bazas et qui avait une villa où il y a plein de vestiges gallo-romains, alors malheureusement pas du tout référencés ou pas du tout étudiés de façon correcte, mais dont on a l'attestation de l'importance, justement dans un des textes sources ou références pour Bazas, la chronique bazadaise, le Chronicon Vasatense, qui explique justement qu'au XVIe siècle, on a fait des travaux dans une métairie qui s'appelait Marquès, et cette métairie Marquès, ben, c'était le domaine du père du poète Ozone, le médecin de Bazas, dont on dit que dans cette villa, il y avait des mosaïques, enfin des statues, quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand on sait donc par alliance, ils avaient épousé une riche héritière de Dax. Donc, c'est Aqua Tervelique, c'est une des grandes villes, une des grandes cités gallo-romaines, et aussi de la Novem Populani, qui elle-même avait son père qui était donc le sénateur, Attusius Lucanus Talisius, dont on dit qu'il avait le domaine de Talaison qui existe à côté, à 8 kilomètres de Bazas, à Bernos, dans l'ancienne paroisse qui s'appelait Talaison, et où un de mes amis qui a justement le lieu dit Talaison a retrouvé une mosaïque d'une villa gallo-romaine. On voit que il y a, si je puis dire, euh, toutes les familles les plus importantes de la région qui sont à Bazas. Donc ce n'est pas une petite cité perdue, une bourgade sans intérêt. Euh, c'est un lieu qui vraiment attire l'élite et qui elle-même gravite autour du pouvoir, puisque Ozone était le précepteur de l'empereur à Rome. Donc, et un Mm. poète tellement lettré que on voit bien que son père avait dû lui transmettre une la meilleure éducation, avoir des rouleaux de tous les textes classiques. Bref, on n'est pas à la campagne perdue illettrée, on est dans vraiment le cœur de l'élite intellectuelle de la région. Et donc, euh, une de mes hypothèses, c'est que précisément Bazas n'était pas une cité perdue, mais c'était au contraire un centre intellectuel rayonnant. Et encore, vous voyez, au troisième, quatrième siècle, ça perdurait, mais ça avait déjà des racines profondes. Et cette matrone Bazadès, je reviens alors à la fameuse légende, euh, on est moins étonné qu'elle puisse sortir de Bazas. Parce que c'est vrai que vu avec un regard du 21e siècle où on se dit mais Bazas a tout juste 5000 habitants, qu'est-ce que c'est que cette cité oubliée? Eh ben, en fait, pas du tout. Il faut inverser notre regard et se dire c'était un centre important au 1er siècle après Jésus-Christ. C'était une cité prospère avec des personnes aisées à la fois économiquement et intellectuellement, puisque ça a donné aux zones, ça a donné aussi un saint, Saint Paulin de Nol, qui était le neveu d'Ozone. On le voit sur cette petite généalogie que j'ai mis, tirée d'Ozonius l'Aquitain. Et donc, voilà, on voit que euh, ce sont des familles notables et qui sont installées à Bazas. Donc qu'une femme de Bazas ait pu se trouver en Terre Sainte et ait pu entendre parler de la prédication à la fois de Saint Jean-Baptiste et ensuite du Christ, moi je ne vois pas, je ne pense pas que ça puisse être euh, une fantaisie. Je pense que justement la tradition l'atteste, alors y compris archéologiquement par ces vestiges anciens, littérairement par tous ces témoignages écrits. Et puis j'ai cité alors la chronique de
Bazas, la chronique bazadaise. Bon, là, j'ai mis une petite illustration pour montrer le plus vieux sceau qu'on avait de la ville de Bazas. Euh, Tête de Saint-Jean-Baptiste, oui. alors, c'est le grand sceau alors, de la Université? Ah oui. alors non pas, alors parfois on dit université, mais justement c'est pas l'université, c'est la communauté de base. En fait pour montrer justement ce qui correspond aujourd'hui au droit de bourgeoisie, au droit de la ville, de la cité de Bazas, qui était jalouse de son indépendance et de ses privilèges. Et les armes de la ville, bah, c'est justement la décollation de Saint-Jean-Baptiste. On voit ici un personnage avec un cimetière qui est en train de couper. On voit dans la tête de Saint Jean-Baptiste dans un plat, en référence bien sûr au sang qui Hmm. a coulé de sa tête. Et c'est les armes, c'est toujours les armes actuelles de la ville de Bazas et également du chapitre de Bazas, c'est-à-dire l'ancien chapitre du Bazas, puisque Bazas était une cathédrale, mais après la Révolution, bien sûr, on a perdu ce titre, enfin on a perdu le fait d'être un diocèse. On est rattaché à l'archidiocèse de Bordeaux qui est, depuis 1938, redevenu aussi, et avec le titre d'évêque de Hazas, c'est d'église cathédrale. Mais autrefois, il y avait un chapitre avec des chanoines, et le chapitre avait comme emblème le plat avec la tête de Saint Jean-Baptiste. Et on dit d'ailleurs que c'était la décollation de Saint Jean-Baptiste qui était la fête principale, la fête patronale de Bazas. Maintenant, on la fête surtout pour la nativité de Saint Jean-Baptiste, pour le mois de juin. Oui. Mais en tout cas, voilà historiquement l'importance puisque Bazas euh, garde encore cette identité, si je puis dire, de Saint Jean-Baptiste, de sa décollation dans ses armoiries, dans aussi les armes du chapitre cathédral. Et donc, euh, les deux textes de référence qui nous permettent d'établir cela sur des documents écrits et anciens, c'est le Chronicon Vazatense, la chronique bazadaise, qui a été publiée dans les archives historiques de la Gascogne et de la Gironde, mais qui euh, n'ont pas vraiment été euh, publiées en traduction. Donc on a une traduction d'Émilien Pigano, qui était le responsable des archives départementales de Bordeaux, et qui a transcrit le texte latin qu'il a publié dans les archives historiques, mais qui a laissé une traduction inédite et enfin ou qui vient d'être récemment rééditée, enfin éditée par les amis de la Cité de Bazas, mais qui supposerait encore justement une édition savante, une édition critique à partir des manuscrits. Bref, il y a encore tout un travail d'édition à faire. Et dans ce texte recopié par l'archiprêtre de Bazas en 1950, qui était le chanoine Boyer, eh bien, on voit, je vais vous en lire quelques passages. Donc, il y a la préface qui l'a traduite, mais j'ai résumé les grandes lignes, où justement, ils essaient d'expliquer pourquoi Bazas était une cité importante. Donc, c'est ce que j'ai résumé en quelques mots. Il y a les premiers mots de la chronique, alors qui commence à l'an 60 avant Jésus-Christ, avec justement cette installation euh, romaine dans la Novum Populani, chez les Vasates, à Cosio, et Oui. ensuite l'ère chrétienne. Et là, je peux lire le passage en 31. Une dame de Bazas, ou comme le prétendent quelques-uns, souveraine de la ville, attirée par la renommée des miracles du Christ, partit pour Jérusalem. Et voici ce que Grégoire de Tours, dans son livre De la gloire des martyrs, chapitre 2, en dit. Une matrone était partie des Gaules, animée de l'esprit religieux, et aussi pour se rendre digne de la vue du Seigneur notre Sauveur. Elle apprit que Saint Jean-Baptiste allait être décapité. Elle se rendit rapidement au lieu du supplice et, à prix d'argent, obtient du bourreau la permission de recueillir un peu de sang du martyr. Alors, il y a la suite. Euh, je peux la lire un peu en grossissant le document. C'est la traduction, hein. J'ai mis aussi le texte en latin, mais je pense que c'est plus simple d'avoir la traduction pour eux.
pour la présentation orale. Et alors, ce qui ne pouvait porter aucun obstacle à l'exécution. Cette dame prépare donc une conque d'argent, alors, récipient en argent, ramasse dévotement le sang du martyr décapité, le place avec soin dans un vase et le rapporte dans sa patrie, donc c'est-à-dire à Bazas. Bien entendu, patrie, ici, il faut le comprendre par son lieu d'origine, en Gaule, et donc la tradition du Chronicon Vasatense veut que ce soit à Bazas. Puis, ayant fait construire dans la ville de Bazas une basilique en l'honneur de Saint Jean, elle déposa la relique dans l'autel qui y fut euh, construit, consacré, pardon, qui y fut consacré. Et alors, je m'arrête dans cette première référence, première source importante. C'est donc euh, une chronique composée à partir d'un évêque de Bazas, Garcias, et qui en fait reprend les traditions et qui malheureusement ont été détruites ou dispersées à trois moments différents. Alors d'abord au moment des guerres de religion, mais reconstituées au XVIIe siècle. Puis ensuite, il y a eu un incendie du palais épiscopal au XVIIe siècle qui a fait que on a perdu le livre rouge, enfin vraiment les chartes les plus anciennes de Bazas. Donc, un, il y a eu donc une reprise après la période médiévale. Donc il y a eu Géraud Dupuy qui a réécrit une partie après les guerres de religion. Et encore au XVIIe siècle, il y a eu une reprise. Et au XVIIIe siècle, malheureusement, encore une calamité, la Révolution, qui fait brûler les derniers titres anciens qu'on avait à Bazas. Et par chance, un, un curé, un sermenté de l'ancienne petite église de Saint-Vincent à Bazas, Saint-Vincent, à côté dans la banlieue de Bazas, qui s'appelait l'abbé Courreau, a conservé ces manuscrits et les a lui-même recopiés précieusement. Et voilà comment cette chronique nous a été transmise. Et Donc, sans lui, on n'aurait pas ce récit que vous venez de nous lire, sans ce curé. exactement. Il y en Hein. avait une copie à la mairie à Ville, mais qui a été perdue, apparemment. Et c'est la version de l'abbé Courreau qui a survécu à la Révolution et qui s'est transmise jusqu'à nous. Et alors, on en connaît plusieurs transcriptions, mais il faudrait faire vraiment une analyse précise pour voir les variantes dans le texte latin. Mais c'est grâce à lui qu'on a cette continuité, malgré, j'allais dire, toutes ces calamités, Oui, oui. d'incendies, de guerres, de révolutions, on a pu conserver cette chronique. Et il ne faut pas que j'oublie la deuxième source, dont je dirai un mot tout à l'heure, qui est le Battista Salvatoris, et alors qui a été rédigé vers 1140. Donc on est au XIIe siècle, et qui, elle aussi, s'appuie sur les traditions et les documents les plus anciens, et qui fait l'histoire de la relique du sang de Baptiste, c'est-à-dire de Saint Jean, le Baptiste, celui qui a baptisé le Sauveur, celui qui a baptisé Jésus-Christ. Et, euh, et ce qui est très intéressant, c'est que là encore, euh, on a ce texte grâce à deux circonstances. D'abord, euh, donc le manuscrit fait en 140 qui se trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Et Oui. puis l'édition, une première édition en 1530 qui avait été faite par un typographe itinérant venu de Lyon qui s'appelait Claude Garnier et qui installé à La Réole où il y avait une grande abbaye bénédictine qui était dans le diocèse de Bazas, donc La Réole, la règle bénédictine, c'est le nom de la ville qui était celle de Saint-Abon, enfin peu importe. Mais donc avant, ça s'appelait pas l'aréole, c'est devenu l'aréole grâce à l'installation de ces moines bénédictins et de leurs règles. Et dans ce monastère, Claude Garnier a installé son imprimerie et le chapitre de Bazas a eu l'idée de lui faire
imprimer le manuscrit du Battista Salvatoris. Voilà comment on en a eu une édition à la fois D'accord. commentée et imprimée, qui a survécu là encore, enfin heureusement qu'on a Ouais. pu le retrouver et la rééditer en 1880 avec un, un refondateur de l'ordre des Célestins, qui s'appelait Don Aurélien, et qui a commenté et largement euh, annoté cette première édition de 1530 dans une nouvelle édition où il met en lien la figure de la matrone Bazadaise avec Sainte Véronique et ensuite l'apostolat de Saint Martial. Donc voilà. Si je peux me permettre une toute petite parenthèse là, pour notifier pour ceux qui nous suivent la mention de Saint Grégoire de Tours qui me paraît Oui, bien sûr. extraordinaire par rapport à la controverse, où d'habitude on prend une citation de Saint Grégoire de Tours, où il parle de nos premiers apôtres qui arrivent au IIIe siècle, en disant que Saint Grégoire de Tours n'imaginait pas qu'il soit envoyé par Saint Pierre. Et là, on a l'exemple typique d'une autre citation de Saint Grégoire de Tours qui n'est jamais citée. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, si, je sais. Et qui dit bien que pour lui, il était convaincu qu'il y avait des liens avant même que Saint Pierre arrive à Rome. Il y avait déjà des liens entre la Gaule et la Terre Sainte, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc, ça peut contribuer, je trouve, cette tradition de Bazas appuyée sur Grégoire de Tours pour contrebalancer le mouvement et dire que la France est tout de suite en lien avec l'Évangile. Et c'est l'Évangile qui va ensuite revenir avec toutes ces reliques-là. Et Tout à c'est fait. juste. Hum, hum. Alors, en tout cas, Saint Grégoire de Tours est la référence, j'allais dire, la plus importante dans cette tradition, justement, pour faute de documents anciens qui ont brûlé, qui ont été détruits malheureusement, on a toujours, par chance, ces témoignages écrits de Saint Grégoire de Tours sur la tradition basadès, justement, et explicite en disant bien, enfin, ce qu'on a lu tout à l'heure, justement, de cette euh, Gauloise allée en Terre Sainte et ayant rapporté le sang du précurseur. C'est dans le chapitre sur Saint Jean-Baptiste. Oh mince, pardon, excusez-moi, mais décidément. Ah, on essaie de m'appeler, excusez-moi, c'est ma sœur Ouais, je vous en prie. qui arrive et qui, je pense, essaie de m'appeler. Alors, décidément. Donc, je continue. J'ai évoqué tout à l'heure donc Sainte Véronique et Saint Martial. Alors, peut-être juste pour lire la suite, puisque vous avez vu, là, on est déjà l'an 31. Ça, Oui. ça semble extraordinaire. Donc, avant même la mort du Ça, Christ, on a à Bazas cette relique et peut-être même un autel ou quelque chose comme une consécration à Saint Jean-Baptiste. la date de 31 est donnée par Grégoire de Tours et en plus par les traditions de Bazas. Oui, alors parfois, euh, ça varie, c'est-à-dire qu'il y a parfois écrit 30, mais Non, c'est 31. voilà, 31, je pense que c'est la date qui fait consensus. Et euh, dans le Battista Salvatoris aussi, il y a la même mention. Et ensuite, parce qu'en réalité, il faut juste que je fasse une dernière digression, mais je pense que le Chronicon, comme il a été réécrit, enfin, il a été patiemment retissé, si je puis dire, à chaque catastrophe, souvent il se réfère ou il reprend ou il résume les, le manuscrit de 1140 du Battista Salvatoris. Donc, Ouais, en réalité, c'est euh, souvent, la chronique s'appuie sur le texte du Battista Salvatoris, qui fait finalement la référence d'accord. la, la- la plus complète, qui lui-même s'appuie sur Grégoire de Tours, et ainsi de suite. Mais donc, il y a l'autre tradition, ou du moins la suite, si je puis dire, de cette aventure, si je puis dire, après la passion du Christ, après la passion et la résurrection du Christ, c'est comme le retour, ou du moins la suite de cette évangélisation. Alors, si on regarde 50 et 56 après Jésus-Christ, 50. Tandis que cette dame bazadaise revenait de Jérusalem, le navire qui la portait fut assailli en mer par plusieurs tempêtes,
mais grâce aux prières qu'elle adressa à Saint Jean-Baptiste, pardon, dont elle emportait avec elle le sang précieux, elle échappa au naufrage, aborda saine et sauve à Soulac, ville du pays des Médules, c'est-à-dire le Médoc, et de là, par voie de terre, revient à Bazas, racontant partout où elle passait la gloire du Christ et convertissant à la foi chrétienne beaucoup de personnes. Alors là, on voit qu'on n'est plus en 31, mais plutôt en 50. Alors, est-ce qu'il y a eu des allers-retours, si je puis dire? Là, j'avoue que c'est un élément qui m'échappe un peu, mais ce qui est sûr, c'est que là, on fait référence à la tradition de Notre-Dame de la Fin des Terres et de l'apostolat de Sainte Véronique, qui, dit-on, a accosté. Alors, il faut peut-être préciser un peu, ça paraît étonnant, mais Soulac était autrefois un port, ou du moins un lieu où on pouvait accoster, où on pouvait venir en bateau. Alors aujourd'hui, le port est ensablé. Le, les- les- le sanctuaire de Notre-Dame-des-Fontaines a lui-même été sorti du sable au XIXe siècle par l'abbé Mesuré, qui était un ancien professeur du collège de Bazas et qui connaissait parfaitement cette tradition bazadaise. Et, euh, et donc, si vous y allez, ben, comme vous l'avez fait, Arnaud, vous verrez que on est en dessous du niveau de plusieurs mètres. La basilique, le sol de la basilique est vraiment euh, très profondément sous terre et on imagine qu'il y a une crypte encore plus profonde. Bref, tout ce port a été ensablé, mais autrefois, il était vraiment le lieu de transit où, ben, un peu à l'instar de Bordeaux au XVIIIe siècle, où on allait dans le monde entier à partir du port de Bordeaux, eh ben, du port de Soulac, on pouvait très bien aller, même si ça faisait, semble-t-il, faire un grand détour, mais il y avait une tradition commerciale et fluviale et de navigation au port de Soulac. Et, euh, et donc, on voit que le, l'identification de la Dame de Bazas avec la tradition de Soulac, Notre-Dame à la fin des terres, et puis de relayée ensuite à Bordeaux dans la basilique Saint-Seurin, où sont conservés beaucoup de reliques et beaucoup de corps des évangélisateurs de Bordeaux et de d'Aquitaine. Eh bien, on voit souvent que cette personne est associée à Véronique. Donc, première manière de comprendre cette tradition, bah, finalement, la matrone de Bazas, ce serait Sainte Véronique. Et puis, si on regarde encore le paragraphe suivant, on voit 56. Alors, Saint Martial, apôtre d'Aquitaine, prêchant alors à Bordeaux les dogmes de la religion du Christ, il se rendit à Bazas pour y répandre des prédications et dans l'ancien poémarium de la cité, consacra un cimetière pour y ensevelir des chrétiens. De là la dénomination populaire du Segrat de San Marçal, le donc, secret de Saint Martial, finalement, qui était en fait le cimetière dédié à Saint Martial, avec autrefois une petite église qui est consacrée à Saint Martial. Et autre anecdote qu'on apprend, c'est que Saint Martial aurait aussi édifié à Bazas, une des plus anciennes églises dont on voit les restes, Notre-Dame du Mercadil. Alors, Mercadil, c'est le marché, parce qu'elle donne sur la place du marché de Bazas. Et on en voit des vestiges datant du XIe siècle, pardon, du XIIe siècle, avec des modillons romans très beaux, mais qui, malheureusement, cette église a été vendue comme bien national au moment de la Révolution, et donc elle a été transformée en habitation privée. Mais on dit que les fondations sont ben, vraiment lié à cet apostolat de Saint Martial dans la ville de Bazas. Donc non seulement on a le cimetière de pardon, de Saint Martial à Bazas, hors les murs, qui correspondait au point le plus haut de la ville et qui correspondait au lieu-dit de la Targue, où on a retrouvé au XVIe siècle, mais même au XIXe siècle,
beaucoup euh, une nécropole. Alors, euh, beaucoup de vestiges de, euh, donc comme c'était une nécropole, il y avait des sarcophages, voilà, pardon, je cherchais le mot, beaucoup de sarcophages, mais de plusieurs périodes. Mais dans les récits les plus anciens, euh, certains y avaient vu des signes chrétiens, des croix et caractéristiques malheureusement ça n'a pas été conservé, mais caractéristiques des premières évangélisations. Et alors, il nous reste à Bazas quelques sarcophages, mais ils sont plus récents et ils viennent en réalité justement de Notre-Dame du Mercadil qui avait fait l'objet de travaux dans les années 50 dans la ville de Bazas. Pour la voirie, il y avait juste à côté, donc on devait faire des travaux. Et en fait, autour de l'église, il y avait un cimetière. Et donc, quand ils ont fait ces travaux, ils ont retrouvé des, des sarcophages mérovingiens. Et aussi dans l'ancienne église Saint-Martin à Bazas, où il y avait la relique de Saint Alain. Alors, le corps de Saint Alain. Et donc, on voit que dans tous ces lieux, il y a vraiment, autour des églises, des, euh, des vestiges très anciens. Et, et donc, tout se confirme, si je puis dire. On a la vérification de ces traditions par les vestiges archéologiques. Et enfin, voilà pour l'essentiel. Donc, on a quand même donc le sang du précurseur apporté par la matrone Vazadez, cette association avec Sainte Véronique et la tradition de Notre-Dame des Fins de Terre avec le port de Soulac, et puis également donc son tombeau enfin son sarcophage, son lieu de sépulture à la basilique Saint-Seurin à Bordeaux. On a l'apostolat de Saint Martial et vraiment, je trouve, avec une grande cohérence et de nombreux détails. Là, je n'ai pas le temps de tout vous donner, mais je sais que vous-même, vous avez fait un livre sur Saint Martial, donc j'y renvoie pour tous les détails. Et voilà, dans cette tradition, eh bien, on voit que Bazas, là encore, n'est pas une cité anecdotique, mais c'est un lieu de pèlerinage. Les gens y vont pour justement cette relique insigne qu'avait apporté euh, la dame Azadès. Et oui, et je sais aussi que c'est peut-être parfois, ça prête parfois à sourire, mais moi je pense que c'est quelque chose de sérieux. L'étymologie de Soulac avec le, le, le lait saint, c'est-à-dire, je pense qu'en Terre Sainte, on allait dans la grotte de Marie où il y a des Oui. falsifications, et ça, je pense que ça faisait partie des reliques très précieuses qu'on apportait. Et donc, on avait des reliques du lait de la Vierge, et c'est vraiment quelque chose qui était une relique insigne, comme le sang du précurseur. Euh, Et euh, comme l'étymologie d'ailleurs du nom de Bazas, hein, c'est ça? alors, Bazas, Baptiza Salvatoris. alors, c'est. Alors, Ah, c'est à la fois les Vasates, mais il y a un petit voilà. jeu de mots, non? Il y a quelque chose. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le nom de Cosio, de la ville, se perd et devient finalement celui de Bazas. Alors on peut se dire, bon, bah, c'est parce que c'était les Vasates qui habitaient là, mais aussi parce qu'on pouvait se faire un jeu de mots avec vase. Alors bah, c'est bien, ça fait une transition parce que il y a un débat sur sur les reliques de Bazas. Est-ce que vraiment il y avait des reliques? Et alors, peut-être que je vais être obligé de faire des sauts temporels énormes, mais euh, on a la Révolution française, et si je puis dire un peu l'esprit des Lumières qui apparaît, avec la remise en cause de cette tradition. On se Oui. dit, mais tout ça, c'est, alors, comme vous le disiez tout à l'heure, des moines qui ont inventé ça, ou on pourrait dire des histoires légendaires, mais qui, au mauvais sens du terme. Et dans ces traditions, eh bien, enfin, dans ces témoignages révolutionnaires, euh, il y a quelque chose d'étonnant, c'est qu'on a dans les archives du presbytère de Bazas, on Oui. a un extrait du rituel romain du diocèse de Bazas,
dans sa dernière édition du XVIIIe siècle, avec à la page du 19 août, date de la décollation de Saint-Jean-Baptiste, qui était donc la fête importante, on a, je vais le mettre en plus gros, on a ces mots tracés par le commissaire du directoire exécutif de Bazas, le célèbre Partarieux, en tout cas, à Bazas, c'était l'autorité. Et, entre parenthèses aussi, il était en Guadeloupe et à Bordeaux aussi, donc il était vraiment dans tout le secteur. Il avait 60 000 livres qu'il avait récupérés de toutes ces exactions révolutionnaires, donc une des plus grosses bibliothèques de Bordeaux. Bref, un personnage important dans le secteur. Et bien sûr, il faisait l'esprit fort. Il avait le portrait de Voltaire dans son salon. Et il disait, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces superstitions sur le sang de Saint-Jean-Baptiste? Je vais vérifier. Et il écrit, je cite, j'ai tenu dans mes mains le flacon de cristal qu'on disait contenir le précieux sang et l'ai jeté en juillet 1796 dans les latrines du ci-devant évêché de Bazas. Le sang était figuré dans ce flacon par un morceau de ruban couleur de feu qu'on y avait introduit. Partarieux, etc. Donc ici, lui-même, il explique qu'il a jeté la relique de Saint Jean-Baptiste dans les latrines de l'évêché, qui était devenu ensuite le directoire, le centre Hmm. administratif de Bazas, le centre laïque. Et, et alors, il y a une remarque dans ce document qui a été en fait rendu ou redonné au presbytère de Bazas, parce que le presbytère, c'était justement l'ancien palais épiscopal, mais qui, jusqu'en 1900, de la Révolution en 1936, était le siège administratif laïque du directoire, puis après de la sous-préfecture de Bazas, qui a été transféré à Langon, et ensuite le diocèse a racheté ces bâtiments de l'ancien évêché, palais épiscopal, euh, pour y mettre le presbytère de l'archiprêtré de Bazas. Et donc, quand en 1936, le diocèse a retrouvé ce lieu important, bien sûr, ils ont essayé de retrouver les latrines. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé le flacon, ils n'ont rien trouvé. Mais un historien local très important, Jean-Roger d'Anglade, avait constitué toute une petite collection de documents très importants pour faire un musée sur l'histoire de Bazas. Et, euh, et il avait cette page, cette précieuse page où il y avait ce témoignage et il l'a offert au presbytère où il est toujours conservé. Et en inscrivant sur le côté cette petite remarque pour répondre en quelque sorte à Partarieux en disant quelques manuscrits portent que le sang de Saint Jean-Baptiste recueilli par la matrone Bazadès fut déposé non pas in ampulla, c'est-à-dire dans une ampoule de verre, mais in mapula, c'est-à-dire dans un petit linge. Et il commente, Partarieux aurait-il eu en main un morceau de la mapula? Hmm. Ça me semble vraiment très intéressant. C'est-à-dire que ce témoignage du révolutionnaire Partarieux, qui est censé annihiler toutes les superstitions, Ouais. voilà, de ces chrétiens. Malgré lui, c'est une attestation extraordinaire, quoi. Voilà, et il a dit, bah, Ouais. regardez, je n'ai trouvé qu'un morceau de tissu rouge, c'est-à-dire finalement imbibé de sang. Et donc, vous voyez bien que c'était pas le sang du précurseur et que c'était pas dans une conche, etc. Mais ce faisant, finalement, il confirme finalement l'interprétation du fait que ce n'était pas seulement dans une conche et une ampoule qu'était conservé le sang, mais ça, c'était plutôt le reliquaire. Mais Ouais. la relique elle-même était sur un linge ou sur une petite portion de tissu imbibé du sang. Ce qui explique aussi qu'on ait pu voilà, le transporter plus Et ce qui est facilement. étonnant, du coup, c'est qu'il n'a pas disparu. S'il est mis aux latrines, il est parti face à un objet, donc il n'a pas pu. Malheureusement, est-ce que... Alors là, Il y a eu des recherches. Il y a eu des il recherches. faudrait... Je Non. pense que indirectement, les fouilles autour de l'ancien presbytère ont, ont peut-être été faites à ce moment-là, dans les années 80, avec cette idée, mais ça n'a pas été retrouvé. Mais Ouais. ce qui est intéressant, c'est que loin de détruire alors finalement la croyance, ça l'affirme, avec tristesse si je puis dire, ça la confirme. C'est-à-dire Ouais. Ouais. qu'il a vraiment sûrement détruit une authentique Une véritable relique relique. qu'on aurait Hmm. pu dater. Enfin bref, si on avait eu ça entre les mains, bien sûr, on aurait pu dire voilà un tissu du 1er siècle, de Ah 31. oui. Enfin bref, on Ouais, aurait comme pu le Saint-Suaire, quoi. donner.
tous ces éléments, mais qui attestent plutôt de l'authenticité de cette relique. Alors, qui avait, et je finirai par, parce que je crois que le temps file, mais cette relique, on ne l'a plus. Mais, alors, il faut dire plusieurs choses. C'est que peut-être qu'il est possible, alors, non pas de la retrouver à Bazas, j'ai bien peur que dans les latrines, on ne les retrouve pas, mais peut-être qu'un jour, effectivement, c'est pas impossible. Mais en tout cas, il y a plusieurs choses à signaler. C'est que déjà, cette relique, elle était miraculée au moment de la Révolution parce qu'elle avait failli disparaître plusieurs fois. Alors, euh, il y a dans la chronique et dans le Battista Salvatoris euh, un événement qui est relaté un peu avant la consécration de la nouvelle cathédrale de Bazas en 1095 par Urbain II. Bah, on avait perdu, on avait caché à cause de toutes les invasions, de tous les sièges de la ville et toutes les dévastations qu'il y avait eu. On avait caché la relique et on l'avait perdue. Et un peu avant la consécration en 1095, euh, on fait des travaux dans la cathédrale et on trouve enfoui sous l'autel du chœur, on trouve justement euh, la fameuse conche ou une sorte de coquille ou euh, de, de reliquaire en forme de coquille où se trouvait le précieux sang. Et quand Urbain II arrive, il est tellement impressionné que vraiment, enfin, j'imagine, une dédicace de la cathédrale extraordinaire où on retrouve cette relique en présence du pape et, euh, et le pape, bien sûr, a envie d'emporter la relique, mais il comprend aussi que c'est l'ADN, que c'est le cœur de Bazas, et donc il laisse le sang de Saint Jean-Baptiste, mais il récupère, on dit qu'il a emporté la fameuse conque. Donc, vous verrez, je vais lire tout à l'heure une lettre où, encore en 1955, on se demandait si au Vatican, on avait gardé cette conche précieuse, si le reliquaire avait été conservé ou pas. En tout cas, s'il est quelque part, il est à Rome, ou du moins, et c'est là qu'il aurait dû être conservé avec le passage d'Urbain II. Et puis ensuite, la relique a encore été sauvée au moment des guerres de religion. Et là, il faut citer un grand évêque de Bazas, Arnaud de Pontac, qui, eh ben, voyant que sa cathédrale allait être détruite par les Huguenots, donc déjà tout le chœur, tout avait été patiemment et méthodiquement détruit, a offert une somme gigantesque pour acheter en quelque sorte la sauvegarde du triple portail d'entrée de la cathédrale. Donc, si on voit un portail du XIIIe siècle à Bazas, c'est parce qu'il a été D'accord. sauvé, racheté à prix d'or par Monseigneur Arnaud de Pontac. Et également, euh, il faut citer deux autres familles, la famille de la Burthe et la famille Dupuis, la même famille que Géraud Dupuis, qui était le bras droit d'Arnaud de Pontac. Eh bien, ces deux familles ont rassemblé aussi une somme très importante euh, qui s'est ajoutée à celle qu'avait apportée Arnaud de Pontac pour pour préserver la relique de Saint Jean-Baptiste. C'est-à-dire que euh, je pense que les révolutionnaires devaient croire que la relique avait été détruite au moment des guerres de religion et qu'on en avait mis une fosse avec un papier, un morceau de ruban pour cacher que la vraie relique avait été détruite. Mais en fait, non, elle a bien été rachetée et à prix d'or, là encore, pour la sauver si je puis dire, des iconoclastes ou de ceux qui voulaient détruire tous les objets de dévotion au moment des guerres de religion. Et donc, c'est au moment... Ah oui, et alors, oui. Et donc, grâce à la chronique de Mazas, on sait aussi que dans de grandes occasions, donc, quand il y avait vraiment quelque chose d'important, parfois, on condescendait à donner des toutes petites portions cultes, des tout petits morceaux de la relique pour les visiteurs insignes. Donc c'est ainsi que le cardinal de Bourbon, qui était évêque de Rouen, euh, qui avait, qui avait une chapelle dédiée à Saint Jean-Baptiste à Rouen, a eu l'insigne honneur d'avoir une toute petite portion de la relique du précurseur. Donc, j'ai fait une petite recherche aussi, mais malheureusement, c'est souvent des déceptions quand
on fait cette recherche parce que d'abord à Rouen, ils m'ont dit mais quoi, Saint-Jean-Baptiste, qu'est-ce que c'est? Bon. Et ensuite, une relique, une confrérie de Saint-Jean-Baptiste, un hôtel Saint-Jean-Baptiste, une relique. Ah non, mais de toute façon, ça a été vendu, tout ça. Donc, bon, peut-être qu'ils l'avaient encore. Mais ça a été, en tout cas, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, ils ne l'ont plus. Ils n'ont plus de reliques de Saint-Jean-Baptiste à Rouen, alors qu'ils l'avaient depuis 1599 et que ça avait traversé la Révolution française, les guerres de religion, la Révolution française. Et c'est plutôt dans l'histoire récente que ça s'est malheureusement évaporé. Bon, sans doute. Ok. Euh, donc, il y a la relique qui doit être au Vatican Rome. Et il y en a une dernière, donc je m'arrêterai là parce que je sais que j'ai dû déborder grandement, mais on a une, euh, on a un échange épistolaire que j'ai retrouvé dans les archives du presbytère de Bazas venant de Naples. Et alors, il y a eu deux visiteurs insignes qui y sont allés et Ouais. sur la demande de l'archiprêtre de Bazas, qui j'imagine un peu comme moi, se disait mais quel dommage qu'à Bazas on n'ait plus de reliques de Saint-Jean-Baptiste ou qu'on n'ait même pas une petite parcelle, rien. Alors qu'on sait que on en a donné à d'autres, alors à Rouen, mais bon, c'est perdu. Au Vatican, ça semble perdu aussi. Et il reste de façon un peu insolite, il reste Naples. Et alors, à Naples, tout le monde connaît San Gennaro. Le sang de San Gennaro, il est exposé et il se liquéfie, et juste au moment, enfin, Ah, au moment de d'accord. sa vénération, de son exposition. Et donc, Saint-Janvier, c'est ça? et voilà. Saint-Janvier, on Et appelle? Saint-Janvier, et si je puis dire, ça ressemble tellement au sang de Saint-Jean-Baptiste que euh, c'est vrai que on imagine que pour les Napolitains, euh, la connaissance de la liquéfaction du sang de Saint-Jean-Baptiste à Bazas, qui était aussi exposé dans une ampoule, parce que, alors oui, j'ai oublié de dire qu'au XVIIe siècle, on avait créé une sorte euh, de pour voir à travers la relique, il y avait tout un grand cristal, c'est comme ça que c'est décrit, un reliquaire mais en cristal finalement, et on voyait à travers. Et comme San Gennaro à Naples, le sang se liquéfiait au moment des expositions et des fêtes. Et donc, vous voyez, ce rapprochement est assez saisissant. Et donc, bah, j'ai découvert qu'à Naples, en plus d'avoir cette ampoule de San Gennaro qui se liquéfie, qu'on voit cela, ils avaient aussi euh, une ampoule de Saint Jean-Baptiste et qui est conservée au couvent de San Gregorio Armeno, de Saint Grégoire l'Arménien. Et à l'époque, en 1955, c'était des sœurs du Crucifié qui étaient dans ce couvent. Je crois que maintenant qu'il y a des bénédictines et j'avais vu euh, donc que elles avaient encore de nombreuses reliques, et dont j'imagine la relique de Saint Jean-Baptiste et du saint de Saint Jean-Baptiste. Et alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais il y a deux lettres qui évoquent cette recherche de l'abbé Boyer qui voulait ramener un petit toute petite portion de la petite portion qu'on avait donnée, que Bazas avait donnée Ah forcément oui, oui. à Naples. Et il y a des raisons terribles qui font que ça n'a pas pu se faire. Euh, alors, peut-être que je vais lire directement. Alors, la lettre du franciscain Antonin Moreau. Alors, 14 mars 1955. Monsieur l'archiprêtre, donc il s'agit de l'archiprêtre Boyer. Je viens de recevoir du mon père Nicolas Aswad, c'est la première lettre que je vous ai montrée, un de nos religieux franciscains appartenant à la province d'Aquitaine, originaire d'une grande famille du Liban, que sa santé obligeait à résider dans une région chaude, confesseur renommé par sa sainte née, à Naples. Donc il est sur place, il va voir les sœurs et il cherche le précieux sang de Saint Jean-Baptiste. Nul n'était mieux qualifié que lui pour aboutir à un résultat positif s'il y avait eu quelque chose à faire. Vous verrez par sa lettre qu'il n'y faut pas compter. Mais je vous envoie cette lettre pour que vous la versiez au dossier du sang de Saint Jean-Baptiste à Bazas. S'il est bien vrai, comme je le crois, que le sang qui se trouve à Naples provienne d'un don fait par la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Bazas à l'église collégiale de Naples,
Il y a là un point qui ne manque pas d'intérêt pour la piété bazadaise, ainsi que pour les érudits locaux, celui de la liquéfaction de ce sang de Saint Jean-Baptiste au jour de sa fête. Je ne me souviens pas d'avoir lu quelque chose d'analogue à ce fait dans l'histoire du sang de Saint Jean-Baptiste tel que je l'ai trouvé à Bazas. Voudriez-vous faire vérifier la chose aux archives municipales, dans le livre de Saint Jean-Baptiste de précurseur? Voudriez-vous aussi faire des recherches? À quelle époque exactement fut opéré le prélèvement d'une parcelle du sang conservé à Bazas au bénéfice de la collégiale de Naples? Je vais faire confirmer, euh, continuer les recherches à Naples dans ce sens afin d'établir la filiation de la relique napolitaine et constituer un dossier qui vous permettrait, le cas échéant, d'amorcer une demande recevable en sa forme et en son fond. Voudriez-vous aussi avoir la complaisance de remercier le cher Père Nicolas Aswad? Euh, il sera très sensible, il y a son adresse. Bah, et euh, et il ajoute en note marginale, j'ai fait rechercher à Rome le camée antique contenant en sa partie concave le sang de Saint Jean-Baptiste et dont un évêque de Bazas euh, est donné par un évêque de Bazas à Urbain II qui venait de consacrer la cathédrale de Bazas. On n'a encore rien trouvé, mais il ne faut pas désespérer. Je trouve que c'est voilà, c'est programmatique. Qu'est-ce qui nous Ouais, reste à faire? Il faut ouais. qu'on retrouve ça. Et le père Aswad, quand même, euh, donne la raison. Donc, il parle de la liquéfaction, mais il donne la raison pour laquelle on n'a pas pu rapporter cette relique à, qu'on n'a pas pu la rapporter à Bazas, parce que ils l'ont, ils l'ont vue. Si je puis dire, elle s'est liquéfiée, etc. Mais la raison, c'est que c'est pas une question de taille. C'est pas parce que la relique, on peut pas la prendre parce qu'il y en aurait trop peu, Ouais. mais c'est parce que en fait, euh, c'est considéré comme une sorte de bien national. Alors où est-ce que je l'ai lu? Excusez-moi. Il faut que je je le retrouve. Oh, bah alors, décidément. Est-ce que c'est dans les notes sur le côté? Non. Oh, bah alors, Ils disent que là, c'est inventorié par le gouvernement et donc il faut oui, la permission du gouvernement italien pour faire exactement. sortir le. Tout à fait. Et c'est la raison principale pour laquelle, finalement, on n'a pas pu en rapporter. C'est considéré comme un bien national et en plus, ça Peut-être que appartient à Madame une sorte de Mélanie. trésor. Ouais. Et donc, apparemment, voilà, on peut pas faire sortir quoi que ce soit de ce trésor italien. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi je ne le retrouve pas. Euh, je pensais l'avoir mis là et je ne le retrouve pas, mais bon. On a En compris tout cas, l'idée. On a compris l'idée. voilà, l'idée est là, est celle-ci. Et donc, voilà où on en est. Aujourd'hui, 2025, 27 octobre 2025, on est je pense, ce moment de croisement où on a toute cette tradition historique qui est, si je puis dire maintenant, bien documentée, bien sourcée. Alors, je n'ai pas cité tous les commentateurs, mais j'avais vu une de vos vidéos, Arnaud, où vous les citiez, justement, c'est ça qui était très bien, c'est le complément. Gomme, Sirot de la Ville, Don Aurélien, tous ces chercheurs se sont intéressés finalement à cette évangélisation du premier siècle, eh bien, donne les éléments pour comprendre comment ça a été historiquement possible qu'il y ait ce lien plutôt inattendu entre la petite ville de Cossio-Bazas et les lieux saints, si je puis dire, le cœur de l'histoire, de notre histoire moderne. Et, euh, et l'autre point, c'est ben, maintenant, il faudrait peut-être euh, continuer la recherche alors archéologiques à Bazas, mais ça, je n'y crois pas trop. Mais même si on pourrait peut-être retrouver des vestiges, mais ça, Ouais. j'ai des doutes. Mais enfin bon, ce que je veux dire par des doutes, c'est je suis pas sûr qu'on cherche vraiment ou que Ouais, ouais. qu'il y ait des Pas dans cet intentions esprit. qu'on On cherche la même chose que nous, si on je le puis fasse dans dire. cet esprit que vous avez, quoi. Voilà. C'est vrai. En revanche, je suis très intéressé, moi, par cette relique présente à Naples,
attestée par ces deux témoins, Oui, le oui, père oui. Aswad et le père Moreau, et qui est bien présente et qui, à mon avis, serait le petit chaînon manquant, serait, je pense, vraiment l'élément pour le chrétien, mais aussi pour l'historien, décisif pour cette histoire de la relique du précieux sang de Saint Jean-Baptiste à Bazas. Voilà un peu ce que je voulais dire en résumé, voilà, avec plein de Merci raccourcis. beaucoup, parce que c'est vrai que c'est à peine croyable que tant de sources, tant de traces, une histoire aussi extraordinaire soit si peu connue aujourd'hui des Français ou des personnes même de la ville de Bazas. Je pense qu'il y a bien des gens de Bazas qui ignorent tout ça. Et on sent qu'il y a quelque chose là qui est à la fois très ancien et puis qui est très vivant. On voit qu'il y a une vie, que c'est encore récent, on écrit des lettres, on essaye d'avoir des choses. Il y a la Providence qui est à l'œuvre aussi. C'est assez magnifique. Et j'aurais bien voulu finir avec l'histoire de Clovis. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert la relique de Bazas en étudiant la vie de Clovis. Et puis, dans les vieilles chroniques, on raconte qu'à la fin de sa guerre en Aquitaine, pour chasser les Visigoths de Tours, et puis de Poitiers, et puis de Limoges, et puis jusqu'à Toulouse, il est allé. Et après avoir conquis Bordeaux et Toulouse, il restait un petit nid d'aigle à Angoulême. Et il n'y avait pas moyen de prendre Angoulême, malgré toute la puissance de Clovis et les bénédictions qu'il avait du ciel. Et puis, avec son aumônier, qui s'appelait Saint Lupicin, ils ont l'idée d'aller chercher la relique de Saint Jean-Baptiste à Bazas. Et Saint Lupicin va à Bazas, revient à Angoulême, ils mettent la relique à la tête des troupes en disant ceci, quand la relique de Saint Jean-Baptiste touchera les remparts, tout sera nôtre. Et ils partent au combat comme ça. La relique touche les remparts s'effondrent. C'est comme Jéricho, sauf qu'il n'y a pas besoin de faire les 7 tours de tout s'effondre. Les armées du roi rentrent, on chasse tous les Ariens qui décampent jusqu'en Espagne. Et Saint-Lupicin était l'évêque d'Angoulême à ce moment-là, au VIe siècle, en 508. Et donc, on peut dire qu'au VIe siècle, bah, la relique de Saint Jean-Baptiste, elle est tellement connue que quand il y a un problème, eh ben, c'est elle qu'on va chercher pour vaincre les ennemis qui sont pas, donc, c'est vraiment ce fil rouge là de l'histoire qui fait que bah, Urbain II en 1095, ensuite les guerres de religion, on peut comme ça retracer. Et c'est, à mon avis, vraiment impossible. C'est une gageure pour un historien aujourd'hui de dire que tout ça, c'est des racontards de moines. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant d'attestations de toutes parts, quoi, qui arrivent géographiquement, chronologiquement? C'est vraiment prodigieux et enthousiasmant, je trouve, pour la foi de se dire que vraiment notre France, elle est pétrie de ces personnages évangéliques, grâce à qui nous sommes encore aujourd'hui chrétiens. Voilà, donc c'est vraiment un bonheur d'avoir tous ces trésors. Tout à Merci fait. beaucoup. Ben, merci Arnaud. Et puis là, j'ai mis en image de fin, il y avait Notre-Dame de Soulac parce que je me souviens que Oui, là aussi, il y avait des fouilles à continuer pour creuser plus profond. Et puis, donc, Don Aurélien, qui est vraiment cet historien, il a été prof à Bazas, au collège de Bazas aussi, oui, comme oui, l'abbé Mesuré qui a sorti de sable, avec l'autorisation du cardinal Donnet, Notre-Dame des Fins des Terres. Et donc, il a écrit cet apôtre Saint-Martial, fondateur apostolique des églises des Gaules, mais aussi il a réédité le Battista Salvatoris. Donc, je vous oui, recommande, bien sûr, ça c'est formidable. il Oui, est, il est accessible en ligne, on peut le trouver en ligne. Et l'histoire de Sainte Véronique. Et il prévoyait, mais il est mort avant, mais il est mort parce qu'il avait essayé de refonder les Célestins, qui était un ordre, par exemple, qui avait à Bordeaux, qui gérait un des principaux sanctuaires mariales de Bordeaux, qui s'appelle Vert-de-Lay. Donc il y avait les Célestins au départ, qui étaient les recteurs du sanctuaire Notre-Dame de Vert-de-Lay. Et donc, il avait essayé de refonder ça, mais finalement, les Célestins n'ont pas survécu. Et si je puis dire, la refondation qu'a tenté Don Aurélien s'est soldée par un échec. Mais on dit qu'il a emporté toutes ses archives en Espagne, où il est décédé, près de Burgos. Et je me dis aussi que peut-être peut-être des il choses aussi disait qu'il là-bas. allait éditer beaucoup de documents. Donc il y a peut-être aussi, je lance un petit appel, si certains nous écoutent et connaissent la fin de vie de Don Aurélien en Espagne, il aurait apporté avec lui tous les documents sur lesquels il travaillait. Pour la suite de sa Gaule catacombaire et de son histoire de l'évangélisation. Euh, donc, en Espagne, au moment de sa mort, si je puis dire, au moment où il écrivait la suite de ses recherches, donc
Ah oui, Voilà, il y a d'accord. peut-être des documents encore qui attendent, qui prennent peut-être un peu de la poussière, mais qui sont en attente que quelqu'un les découvre et les remette au jour, si je puis dire, les exhume d'une bibliothèque ou d'un fonds d'archives. Et donc, on a peut-être encore plein de découvertes à faire. Certainement. Eh ben, merci beaucoup Arnaud. Et puis si vous trouvez des choses ou si on trouve des choses, on communique pour mettre tout ça en relation. Merci bien. Et puis Merci. à très bientôt pour la suite de cette aventure. Et bon colloque pour moi. Oui, merci en votre absence, mais vous serez quand même parmi nous grâce à cette vidéo. Par Merci le beaucoup cœur Arnaud. et la prière du sanctuaire de Poilin. C'est très gentil. Merci Arnaud. À bientôt. Merci. Au revoir Arnaud. Au revoir.